Bonjour, je me présente, Patrick Zukovicki Juco, l'organisateur des salons Discop Johannesburg et Discop Abidjan, et depuis peu l'animateur du nouveau service de conciergerie Discop Africa qui a pour but de mettre en relation acheteurs, vendeurs et producteurs de contenu audiovisuel. Je vous remercie de participer à ce webinaire qui a pour thème Orange, un opérateur, agrégateur, distributeur au service de la monétisation des contenus en Afrique. Le second d'une longue série de conversations que nous entamons aujourd'hui et qui sera dédiée tout au long des prochains mois au développement et financement et la fabrication, monétisation et l'export de programmes créés en Afrique. En début de semaine, nous avons démarré cette série de conversations autour des ambitions d'Orange en Afrique dans le domaine de la production audiovisuelle et du soutien renforcé et des investissements que le groupe apporte aux jeunes talents africains. Nous poursuivons cet après-midi afin de comprendre comment ces investissements peuvent être rentabilisés, à quelle vitesse et bien évidemment dans quelles conditions de partage de revenus et avec qui. Pour nous aider à mieux comprendre comment le groupe Orange peut monétiser les contenus, en particulier ceux produits en Afrique, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Boyer, International Manager Digital Content Activité Orange Content, qui nous parlera entre autres des partenariats avec les éditeurs et diffuseurs de contenu. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Abdoulabil Diène, Content EVAS Marketing Manager Sonatel, qui nous parlera entre autres de la monétisation d'événements en live direct. Bonjour Abdoul, et juste une question, que veut dire VAS? Donc par VAS, bonjour à tous déjà, Abdoulabil Diène, Sonatel Sénégal. Donc par VAS, on entend Value Added Services. Donc c'est SAV, VAS comme on dit dans le monde anglophone. Et enfin, donc j'accueille Gustave Enclos, manager senior contenu et médias Orange Côte d'Ivoire, qui nous parlera de contenus digitaux qui se sont bien vendus entre guillemets depuis le début de la pandémie. Bonjour Gustave. Bonjour Patrick. Alors, avant de laisser la parole à nos invités, je rappelle que le groupe Orange est une entreprise française de télécommunications qui comptait fin 2019 près de 266 millions de clients dans le monde. Avec 120 millions de clients dans 19 pays, Orange fait déjà partie du trio de tête des groupes de téléphonie en Afrique. Derrière le géant sud-africain MTN, 33 millions de clients, et à quasi-égalité avec Vodacom, un groupe britannique Vodafone, qui lui a 110 millions de clients en Afrique. L'Afrique sera plus profitable que l'Europe pour Orange, car en 2020 déclarait récemment Alioune Ndiaye, le patron d'Orange Afrique et Moyen-Orient. Voici alors, avant de démarrer ce webinaire, les règles du jeu. Je vais poser 9 questions que nous avons préparées pour ce webinaire à chacun de nos invités qui répondront à 3 questions. Et vous êtes invités à nous faire parvenir vos propres questions sur info@discop.com, questions que nous partagerons ensuite avec les équipes d'Orange à la suite de ce webinaire. Donc, tout de suite, Thomas Boyer, bonjour, et on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Donc, merci tout d'abord à l'équipe du Discop pour votre invitation à ce webinaire consacré à la monétisation des contenus. Je vais vous présenter brièvement tout d'abord le positionnement d'Orange dans le domaine des contenus. Donc, Orange a pour ambition de devenir l'opérateur digital de référence en Afrique. Donc, pour cela, nous allons nous appuyer sur la croissance absolument incroyable de la data mobile en Afrique, qui elle-même est liée au déploiement accru des smartphones sur la zone. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 60% de notre base client qui est équipée de smartphones en Afrique, et ça ne fait que croître. Nous avons également un déploiement de notre 4G dans la quasi-totalité de nos pays d'ici la fin de l'année. Donc on a vraiment des drivers excellents pour déployer les contenus. Donc, quelques chiffres clés à avoir en tête.
Donc, on est présent aujourd'hui dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient, et on a à peu près une base d'environ 120 millions de clients. Et en ce qui concerne notre service Orange Money, qui est un outil de monétisation, de transfert d'argent et de services financiers, nous avons aujourd'hui 50 millions de clients. Donc, je vais vous parler un petit peu de manière plus spécifique du rôle d'Orange et ce que nous faisons concrètement, quels sont nos partenaires. Nous nous concentrons aujourd'hui sur un rôle d'agrégateur-distributeur, c'est-à-dire que nous passons des accords de partenariat avec des éditeurs de services, des ayants droit, pour soit agréger ces contenus en constituant des services en propre, soit distribuer des services de tiers. Voilà. Nous avons deux pôles principaux d'activité, la TV et la vidéo d'un côté, donc la TV payante, et Gustave et Abdoul vont y revenir dans quelques instants, donc avec des opérations qui existent au Sénégal et en Côte d'Ivoire, au Sénégal depuis 2008 et au Sénégal depuis, au Sénégal, c'est l'inverse, au Sénégal depuis 2008 et en Côte d'Ivoire depuis 2017. Donc Gustave et Abdoul vont y revenir. Là, nous discutons avec les chaînes, nous passons des accords avec les chaînes, avec les ayants droit dans le domaine de la vidéo, et pour proposer un service attractif et innovant. Il y a également donc, tout ce qui concerne les services de vidéos non linéaires en abonnement. Donc, dans certains cas, nous éditons nous-mêmes nos services, et là aussi, Abdoul va y revenir, c'est le cas du Sénégal avec un service qui s'appelle Wido, où nous distribuons des services qui existent déjà. C'est par exemple le cas au Cameroun et au Burkina, où nous distribuons le service Playvod. Alors, il y a un point très important, et Patrick a consacré une session entière à ce sujet. Je reviens juste vraiment un instant dessus, sur le rôle et l'engagement que Orange a pris dans le domaine de la production locale. Et donc, Orange s'est engagé à accompagner la création de contenus locaux. Nous souhaitons proposer une vitrine valorisante de l'Afrique et de sa créativité. Et pour cela, donc, nous investissons des sommes importantes dans la création au travers d'Orange Studio, qui est notre studio groupe, mais aussi bien sûr au niveau des filiales. On en a bien parlé mardi dernier, donc avec des superbes productions que les Africains connaissent bien, que ce soit Diamond House au Sénégal, Idol, Dakar Rapid, qui est vraiment une série d'animation qui est extraordinaire, et puis en Côte d'Ivoire, par exemple Assini, et je ne vais pas tout détailler, on en a déjà bien parlé mardi. En résumé, donc, nous avons un rôle important pour proposer le meilleur des contenus à nos clients. Pour cela, nous devons sélectionner, prioriser. On ne peut pas prendre tous les contenus. Il y a énormément de production, ça ne fait que croître de jour en jour. Il y a donc un travail important de sélection et de priorisation. Alors, quels sont nos atouts pour monétiser ces services de contenu chez Orange? Orange a des atouts qui sont incomparables. Nous avons bien sûr un réseau télécom où nous investissons massivement dans la fibre, dans les réseaux 4G, des investissements très lourds. Deuxièmement, et c'est très important, un réseau de distribution qui est unique, des centaines de boutiques en propre, franchisées, labellisées, et bien sûr des milliers de revendeurs dans chacun de nos pays. Enfin, une force de frappe de communication avec des budgets de communication qui sont conséquents et qui sont une vitrine pour les services de contenu. Donc, tout ça nous permet de proposer à nos clients des offres de contenu qui sont sécurisées. On maîtrise de bout en bout le réseau et donc la monétisation de ces contenus. Et c'est particulièrement important sur un continent où le taux de bancarisation n'est pas si élevé. Et donc, les opérateurs télécoms ont un rôle vraiment très important à jouer pour accompagner cette diffusion des contenus africains. Alors, très rapidement, je ne veux pas être trop long, les moyens de paiement, vous les connaissez. Ça part des SMS surtaxés que vous connaissez bien, les petits menus USSD que vous avez sur votre téléphone. Il y a également le paiement opérateur, bien sûr Orange Money. Voilà, toute une batterie de solutions
techniques qui sont proposées pour monétiser ces contenus et qui sont vraiment très, très simples et très efficaces. D'un point de vue maintenant marketing, il y a différents modèles. Donc, les modèles simples à l'acte, par exemple, quand on veut acheter une vidéo, on a envie de se regarder un film, eh bien, on peut le faire aujourd'hui sur la télé d'Orange, à la Sonatel ou en Côte d'Ivoire. Donc, ça démarre à 100 francs CFA si on veut regarder un petit épisode. Ça monte à 1000 francs CFA et plus si on veut avoir des contenus un peu plus premium. Il y a des offres également à la durée, donc des passes. Donc, vous consommez une certaine durée. Enfin, il y a des abonnements. Donc, ça, c'est vraiment ce qui décolle. Hein. C'est vraiment la formule de monétisation qui décolle. Et donc là, nous proposons des bundles accès plus contenu ou bien des offres en stand-alone. Voilà. Je donne quelques indications parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est comment partage-t-on la valeur, hein. C'est vraiment la question de l'argent. Et les broadcasters et producteurs qui sont sur ce webinaire sont intéressés à savoir comment ça fonctionne. Donc, on va un peu détailler après le modèle économique, mais en gros, chacun a son rôle. Orange investit massivement dans les réseaux, les partenaires fournissent les contenus, et donc le partage doit être équitable. Il faut tenir compte de ces investissements respectifs. Orange investit notamment très lourdement pour garantir une qualité de service, une expérience client irréprochable, notamment dans les équipements, les CDN. Et voilà, même si le coût des contenus est très élevé, on ne peut pas être trop gourmand. Il faut avoir en tête que la profitabilité des contenus est incertaine, hein. On gagne finalement assez peu d'argent sur les contenus parce que tout cela coûte cher. Et il faut donc trouver le bon équilibre. Merci. Quels sont les types de services que vous proposez aujourd'hui en Afrique qui sont les plus plébiscités par rapport à ceux que vous proposez en Europe ou ailleurs dans le monde? Alors, ce qui est très spécifique à l'Afrique, ce sont les services dits basiques. Donc, les petites sonneries, les RBT, les SMS, sont les petits outils de personnalisation et d'information. Donc ça constitue encore un socle très important de nos revenus aujourd'hui. Mais on va dire que ces services-là appartiennent un petit peu au passé. Nous avons une montée en force des services digitaux. Donc, la digitalisation est vraiment en route. Et là, nous avons, par exemple, alors je vais prendre un exemple volontairement hors de l'Afrique subsaharienne. En Égypte, on a un service de télémobile qui fonctionne extrêmement bien avec des centaines de milliers de clients et qui s'appuie sur un partenariat avec le studio Stars et où nous proposons des contenus internationaux et bien sûr des contenus locaux et c'est ça qui est clé. La demande aujourd'hui, elle est sur le contenu local. Elle est vraiment de manière écrasante sur le contenu local et donc on a vraiment cette ambition. Donc en Égypte, nous avons cette offre qui fonctionne avec des passes jours à des prix très abordables, 8 centimes d'euros. C'est vraiment très faible. Tout le monde peut se l'acheter et c'est à la journée. Donc ça fonctionne très bien. On a également des services de jeux qui fonctionnent bien. En modèle freemium, c'est-à-dire que vous pouvez accéder au service gratuitement et si vous voulez avancer dans le jeu ou bénéficier de certains attributs, eh bien, vous payez. Voilà. Et là, on a affaire à une clientèle qui est plus addictive et donc on arrive à avoir des ARPU qui sont plus élevés. Voilà, c'est deux exemples de services qui fonctionnent très bien et puis voilà le socle. Des ARPU, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que cela veut dire? Oui, pardon, oui, c'est un petit peu du jargon. L'ARPU, c'est en gros le revenu par client. D'accord, revenu au-delà de son abonnement de base. Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que vous avez aujourd'hui des partenariats au niveau de ces offres entre pays d'Afrique subsaharienne ou même en fait d'Afrique tout court? Est-ce que vous établissez des partenariats multi-pays aujourd'hui sur cette zone? Oui, tout à fait. Alors, nous avons, par exemple, dans le domaine de la vidéo, des accords multi-pays sur la VOD, alors avec des studios internationaux
comme Gaumont, comme Family, comme Mediatoon pour des contenus enfants. Nous avons des accords aussi avec Disney, avec Sony. Donc, ce sont des accords voilà, internationaux. Et nous avons aussi des accords avec des acteurs régionaux, Miabox, Côte Ouest, voilà, que les gens ici connaissent bien, pour fournir au niveau de la zone un certain nombre de contenus vidéo, les catalogues, les nouveautés, les séries que ces ayants droit drainent au niveau régional et international. Donc ça, c'est pour la VOD. Dans le domaine des jeux, nous avons un partenariat qui existe avec l'ayant droit Gameloft, donc qui est assez connu avec des jeux d'arcade, des jeux de voitures, asphalte, voilà, des jeux qui sont assez connus, H de glace, Spider-Man, etc. Voilà, donc cet accord permet à nos filiales de bénéficier donc de ces services grâce à ces accords multi-pays. Merci Thomas. Je vais maintenant me tourner vers Gustave et qui va peut-être nous parler de ces partenariats en détail avec les créateurs. Alors, bonjour. Alors, voilà. C'est bon, vous m'entendez? La parole est à vous. Ok, super. Donc déjà, je voudrais dire merci en fait aux organisateurs de nous donner cette lucarne-là et puis échanger autour des contenus. Donc, comme Patrick l'a dit, je suis Gustave Mouclo, donc je suis en charge de la télé d'Orange à Orange Côte d'Ivoire. Et donc, je vais rapidement vous parler un peu de toutes ces stratégies en matière de contenu à Orange Côte d'Ivoire, nos particularités. Ensuite, je vais parler un peu de l'écosystème, de ce qu'on fait pour l'écosystème et également les partenariats qu'on a et ce qui marche bien, ce qui fonctionne moins bien, tout ce qui est best practice et tout ça. Et puis, vous donner quelques chiffres avant peut-être de terminer s'il y a d'autres questions. Parfait. Voilà. Donc, comme il a dit, nous avons en fait adopté ici à Orange Côte d'Ivoire, surtout notamment pour la télé, une posture d'agrégateur, distributeur de contenu. Donc, cela voudrait dire que nous agrégeons les contenus de tiers et nous les distribuons, n'est-ce pas, à nos clients. Mais au-delà même de cette agrégation, nous proposons également des contenus que nous produisons nous-mêmes ici en Côte d'Ivoire. C'est les contenus locaux. Donc, l'idée pour nous, c'est de proposer des contenus de qualité et des contenus locaux, en fait, qui soient originaux et exclusifs, en fait, pour nos plateformes. Donc, ils répondent aux attentes de nos clients. Et surtout, je vais insister sur ce point, à des prix abordables. Parce qu'il faudrait que le client final, qui est au bout de la chaîne, puisse quand même pouvoir acheter ces contenus-là et puis pouvoir le valoriser. Donc, il est très important pour nous d'avoir une bonne base, c'est-à-dire d'avoir un potentiel d'acheteurs qui soit vraiment une base intéressante afin de pouvoir, n'est-ce pas, acheter ces contenus-là. Donc, dans un deuxième temps aussi, nous accompagnons et nous soutenons, nous valorisons aussi les acteurs de l'écosystème je veux dire de l'audiovisuel ici en Côte d'Ivoire et du cinéma. Donc, pour ce faire, même pour exemple, nous avons créé, ou du moins nous avons fait l'année passée ce qu'on a appelé la NISA. Nous avons organisé en fait une sorte d'Oscar du cinéma ivoirien, donc qui regroupait tout l'écosystème autour en fait des producteurs et autres. Donc, ça a permis en fait de les valoriser, ça a permis de les féliciter et ça a permis aussi de voir ce qu'ils ont fait. Et ça, on a plébiscité les meilleurs producteurs, on a plébiscité les meilleurs films et tout ça. Donc, ça nous a permis aussi de nous placer comme un opérateur en fait qui compte au niveau de l'audiovisuel ici en Côte d'Ivoire. Donc, notre plateforme, pour en revenir à la télé d'Orange, on a une plateforme en fait qui est peut-être unique en son genre ici en Côte d'Ivoire, puisqu'on a d'une part la télé de salon et on a également la télé sur le mobile. Donc, en matière de continuité de service, le client, en fait, lorsqu'il est chez lui à la maison, il a un décodeur télé Orange, donc il peut
accéder au contenu Orange via sa télé de salon, c'est-à-dire son écran de salon. Et lorsqu'il sort de chez lui, via une tablette ou via un smartphone, il peut toujours avoir cette continuité de service-là et pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier des chaînes qu'on propose et également de la VOD qu'on propose. Donc, cet élément aussi est très important, c'est-à-dire la continuité de service de la maison au bureau ou même en mobilité, on peut avoir accès, n'est-ce pas, à ces contenus-là. Et il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que les moyens de paiement sont très flexibles. Donc, on y a réfléchi et on propose aujourd'hui des moyens de paiement tels que le crédit téléphonique, par exemple. Donc, le client peut utiliser son crédit téléphonique pour acheter du contenu. Il peut également utiliser Orange Money pour acheter son contenu. Donc, nous avons des passes télé. On va même jusqu'au pass jour. C'est-à-dire un client peut acheter un pass télé jour et pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la télé d'Orange sur 24 heures. Il peut le faire pour la semaine, il peut le faire aussi pour le mois. Donc, il y a tout. Combien coûte un pass jour? Voilà, un pass jour, il coûte 250 francs. Y compris la data. Donc, le client n'a plus besoin de payer de data. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, c'est la télé même des pauvres, puisque tout le monde a accès à la télé. C'est ce qu'on veut faire. On veut vulgariser, en fait, la télé afin que les producteurs qui viennent nous voir puissent bénéficier, en fait, de nos assets, c'est-à-dire de l'ensemble des clients qu'on a. On a un bon taux de pénétration des smartphones. Tout le monde en a, ou presque, ici à Abidjan. Et donc, le fait de leur pousser le contenu, ça leur permet quand même d'avoir une notoriété pour le producteur lui-même, d'avoir de la visibilité pour le producteur lui-même. Et nous, ça nous permet en fait de monétiser les contenus de ces producteurs-là. Alors, première question, Gustave. Pendant cette période de pandémie, quels sont les contenus qui ont percé et qui ont bien marché? Qu'est-ce qu'on a pu découvrir comme nouveau type de contenu grâce ou à cause de cette pandémie? D'accord. Peut-être juste un dernier point avant de revenir à la question. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, la télé d'Orange, en termes de téléchargement de notre application, on a plus de 1,5 million. C'est-à-dire, il y a plus de 1,5 million de clients qui ont téléchargé cette application. Il y a 600 000 locations de VOD par mois. Et l'application Orange Télé est l'application la plus téléchargée ici en Côte d'Ivoire dans la catégorie de divertissement. Et donc, pour en revenir à la question, je dirais plutôt que pendant le Covid, il y a eu en fait ce qu'on a appelé le confinement. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a eu un plan de contingence, qui nous a permis de proposer des contenus. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les contenus, certains contenus ont été plébiscités. Donc, il y a tout ce qui est actualité. Donc, les chaînes d'actualité ont été prises d'assaut. C'est normal puisque les gens venaient pour avoir des informations sur le Covid, un peu pour s'informer sur tout ce qui se passait, qu'est-ce que l'État dit, quelles sont les dispositions à prendre et tout ça. Et également, il y a les contenus comme le divertissement. Donc, les gens ne sortaient plus, on n'allait plus au spectacle. Donc, ce qu'on a fait dans ce sens-là, on a innové en partenariat avec Universal. On a créé ce qu'on appelle les Digital Live Play. Donc, c'était en fait des concerts sans public qu'on proposait via nos télévisions à nos clients. Donc, ça a beaucoup marché. Les gens ont beaucoup aimé et ça a été très intéressant pour nous. Et je pense que c'est quand même une belle partie qu'on doit noter. Il y a enfin les contenus, je dirais les contenus éducatifs. Donc, les élèves ne pouvant pas aller à l'école, ce qui s'est passé, c'est que les cours se faisaient à la télé. Et donc, ces contenus-là ont été plébiscités également, puisque tout le monde voulait en fait rester à jour et ne pas être en retard lorsque les écoles rouvriraient. Donc, globalement, c'est ces trois types de contenus-là qui ont vraiment percé pendant la période du Covid. Est-ce que vous pensez que grâce à cette crise, il y a eu de nouveaux producteurs qui ont pu justement bénéficier de cet engouement pour ces nouveaux types de contenus pendant la crise?
Vous Oui, parlez bien sûr, parce que d'informations locales. Est-ce que ce sont des producteurs locaux qui vous ont amené ces informations, qui les ont packagées? Comment ça s'est passé pour récupérer ce nouveau contenu qui a été diffusé, à part évidemment des contenus comme ceux d'Universal, des contenus produits localement, voilà. oui, en fait, c'est des contenus, même Universal, c'était des contenus produits localement. En fait, l'idée a germé entre Universal et nous. Et ce qu'on a fait, on a coproduit, en fait, ces DLP, comme j'appelle, je dis DLP ou bien magnifiquement confiné. Ça aussi, ça a été des contenus qu'on a fait. Donc, ça a été des choses qui ont été des initiatives locales. Donc, c'est des contenus locaux et de la production locale. Également, pendant le confinement, on ne pouvait plus tourner. Donc, ce qui se passait, c'est que les producteurs nous ont proposé des capsules éducatives, par exemple, nous ont proposé des capsules aussi sur tout ce qui était contenu format court, surtout dans l'humour. Surtout Pour dans nous aider dans l'humour. D'accord. Le jeu vidéo. Bon, pour les jeux vidéo, en fait, c'est une place importante. Nous, notre plateforme de divertissement qu'on a aujourd'hui, on la veut en fait une véritable plateforme de divertissement parce qu'on se dit, on a d'une part la live, c'est-à-dire on a un bouquet de chaînes, on a de la VOD et la prochaine brique, ça sera ça sera le gaming. Et donc aujourd'hui même, on a la recherche de partenaires pour nous proposer en fait des plateformes qui pourraient nous nourrir en matière de jeux. Donc sur l'année prochaine 2021, on sera vraiment focus sur le gaming et on fera tout pour l'intégrer à notre plateforme, c'est-à-dire à la télé d'Orange. Merci Gustave. Je vais donner maintenant la parole à Abdoul, qui donc va nous parler un peu de la manière dont les choses se passent au Sénégal. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Patrick, bonjour à tout le monde. Donc merci pour cette tribune qui nous permet de partager avec l'ensemble de l'écosystème et de mettre un peu tout le monde au goût des chiffres et de tout ce qui se passe sur un marché qui est assez dynamique. Donc sans plus trop tarder, je vais commencer à vous exposer un peu le positionnement de Sonatel Sénégal, donc qui est l'entité de Orange et qui dans la droite lignée d'Orange Content se positionne en fait en opérateur multiservice. Je m'explique. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on est dans une démarche d'ouvrir nos assets à un écosystème afin de permettre à tous les producteurs, tous les acteurs de l'écosystème contenu et divertissement de pouvoir s'épanouir financièrement et de pouvoir trouver des business models rentables. Donc aujourd'hui, si on regarde sur le périmètre Sénégal, on a depuis une bonne dizaine d'années en fait une croissance qui est assez soutenue sur la pénétration des terminaux smartphones en fait. Donc, ce qui permet la diffusion du rich immédiat. Donc, on a aussi un parc qui croît. Donc, on est actuellement à près de 10 voire 11 millions de clients sur une population de 16 millions de personnes, 16 millions d'habitants à peu près. Donc, ça vous donne un peu une idée de la pénétration de la marque Orange. Donc, on a en forte pénétration aussi des terminaux 4G, 3G compatibles depuis 3 à 4 ans. Donc, on est à 6 voire 7 millions. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, en fait, qu'on a un ensemble, on a une artillerie qu'on met à disposition de tous nos partenaires pour pouvoir adresser nos clients et leur permettre d'avoir en fait une expérience utilisateur qui est inoubliable. Dans la mesure où, comme le disait un peu plus tôt Thomas, nous avons commencé la TV il y a à peu près 14-15 ans. Nous avons ouvert nos assets sur la partie jeux infotainment il y a 7 ou 8 ans. On a encore bâti une solide expérience sur le gaming, le jeu, avec notamment Gameloft depuis 5 ou 6 ans aussi. Donc actuellement, on est sur la mise en place des offres qui sont assez intéressantes, SVOD. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de parler plus en détail de l'expérience qu'on a brossé un peu en amorce, qui s'appelle le Wido. Donc qui est une application de SVOD qu'on a mis en place depuis 2019, qui a juste fraîchement 1 an. Un petit bébé, mais qui se porte pas trop mal dans la mesure où en 1 an on a pu asseoir certaines certitudes, on a pu aussi apprendre du marché et on a pu surtout permettre à plusieurs partenaires boîtes de prod. On a
pu permettre à tout cet écosystème de se mettre sur le terrain et de voir ce dont avaient besoin les clients. Donc, ils ont besoin de quoi ces clients? Ils ont besoin de divertissement, ils ont besoin de films, de séries, de live, ils ont besoin de toutes les thématiques qu'on retrouve traditionnellement dans les plateformes de SVOD. Ce qui nous amène à, à, à voir quels sont les meilleurs modèles à appliquer à ces partenaires. Et pour ce faire, on s'est un peu diversifié, sachant que tous les partenaires ne se valent pas et que tous les contenus ne se valent pas aussi. Et qu'on n'aborde pas les choses de la même manière selon le partenaire. Aujourd'hui, on a certains partenaires à qui on ouvre en fait carrément des API de paiement, c'est-à-dire Orange Money ou bien le direct car billing, qui puissent commercer avec leurs services. Et nous, on est juste sur la partie monétisation de services. On a un autre modèle de partenariat qui nous permet aujourd'hui d'être en coproduction avec certains partenaires. Donc, on a eu le cas d'espèce avec Diamond House dont a parlé Thomas. On a aussi partenaire, on est d'accord que le partenaire, c'est le producteur ou le diffuseur. Exactement. Aujourd'hui, on a eu le modèle partenaire producteur avec Diamond House et Dakar Rapid. Et dernièrement, sur Infidèle, on a eu un partenaire producteur pour la diffusion avec une réinvention ou bien une réadaptation de la chronologie média qui est assez intéressante. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on est sur un modèle qui nous permet, pour pouvoir amortir les coûts, d'avoir un partenaire diffuseur TV linéaire, mais il nous faut passer sur la plateforme SVOD juste avant, avoir un certain delay entre le SVOD et le linéaire et la AVOD, sachant que dans nos écosystèmes, la AVOD est un modèle que les petits producteurs s'approprient pour pouvoir AVOD étant donc de la VOD financée par l'annonceur. Par la publicité YouTube, par exemple. Donc, les producteurs ne veulent pas trop lâcher ce modèle parce que c'est leur modèle qu'ils connaissaient avant pour se faire connaître. Donc, nous, ça nous permet souvent de bencher, d'aller voir quels sont les contenus qui sont top. Et aussi, ça permet d'amortir les coûts sur les différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc, tout ceci regroupé nous montre qu'aujourd'hui, on a en fait un écosystème qui est très dynamique. On a des partenaires producteurs, diffuseurs qui tapent aux portes, qui proposent du contenu de qualité. Et Orange répond à ces demandes en mettant tous ces assets à leur disposition. Donc aujourd'hui, pour revenir sur Wido, on a essayé aussi d'autre part d'avoir une stratégie de pricing qui permettait d'avoir une pénétration la plus forte possible. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on interroge les clients, ils vous diront sur 100 clients qu'ils ont déjà regardé de la SVOD. Mais dans l'entendement du client, regarder de la SVOD, c'est l'achat du pass. Ça ne signifie pas l'achat du contenu. Donc, il faut être assez souple sur les prix de contenu et les pénétrations à ce niveau-là et avoir un pricing comme nous on fait sur Wido à 100 francs et à 500 francs. 100 francs journalier et 500 francs hebdo. D'accord. Ce qui revient à la semaine à moins d'un euro en fait. Voilà. Donc du coup, ça permet aujourd'hui une forte pénétration. Aujourd'hui, à un an, on est à 70 000 utilisateurs quasiment sur cette appli de SVOD. Et on a aussi des choses qu'on ne connaissait pas. Les applis de SVOD, vu l'usage des téléphones en Afrique, ne servent pas à la personne qui s'abonne réellement, mais aussi à ses enfants, à son mari. Voilà, donc du coup, on a un téléphone qui peut servir à faire passer du contenu jeunesse, par exemple, pour les enfants, quand les parents sont occupés. C'est comme les écrans de télévision, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs… Exactement. Cet usage qu'on connaissait traditionnellement sur les TV se traduisent maintenant sur les téléphones. Donc aujourd'hui, on apprend ces choses, par exemple, qu'on découvre et qui aujourd'hui nous réenchérit. Hein. Aujourd'hui, on était parti sur une stratégie purement série, TV, film. Là, on pense plus à mettre du contenu jeunesse pour que les enfants aient leur temps d'audience sur ces terminaux-là, par exemple. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, avec cette chronologie, cette méthode de pricing, donc, Orange Sénégal se positionne en tant qu'agrégateur distributeur, en tant que coprod aussi. Et on a aussi une bonne pénétration sur d'autres applis aussi de lecture numérique, par exemple. Donc, on a la lecture numérique avec YouScribe, avec un autre partenaire
Digital Virgo, peut-être que vous connaissiez. Donc, qui nous permet aussi de toucher une autre audience beaucoup différente, en fait. Mais toujours sur les applications numériques, sur de la digitalisation, sur des assets Orange, avec des partenaires éditoriaux différents pour adresser nos clients avec une expérience, comme je disais, qui est utile et agréable. Donc, voilà, en ramassé, c'est ce qu'on fait sur le périmètre en Sénégal. Avant-hier, Habib Bamba nous a dit, donc qui travaille avec vous à Sonatel, nous a dit que les programmes religieux marchaient bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Exactement. On est un pays assez éclectique, hein. Le Sénégal, c'est 90% environ de musulmans, donc répartis en confréries. Donc, on a les 4 ou 5, 6 grandes confréries, donc avec une forte prégnance de l'appartenance confrérique, ce qui veut dire que le contenu religieux peut-être n'est pas un contenu religieux musulman en tant que tel, c'est un contenu religieux musulman, mouride pour un segment de marché, un contenu religieux tidjane pour un autre segment de marché, khadr, etc., etc. On en a à peu près 5. Donc, ce qui veut dire autant de segments que de contenu, autant de contenu que d'audience, autant d'audience que de marché. Voilà un peu comment ça se décline côté religieux. Et ça se décline, c'est l'un des rares contenus qui se décline, qui marche à peu près bien sur tous nos supports, hein. C'est-à-dire en TV linéaire, ça marche, en SVOD, ça marche, en AVOD, ça marche, en infotainment, les SMS, ça marche. Bon, tous les supports, on a des retours qui sont positifs. Donc, effectivement, ça se confirme, c'est tendance sur le contenu religieux. Et au niveau des événements live, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'événements sportifs. Les événements live beaucoup d'entre eux ont été annulés. Mais par contre, ce sont les événements qui fédèrent les plus grandes audiences. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec des événements live ou pour des producteurs qui mettent en place des événements en direct? Exactement. C'est super que la question soit posée parce que j'y pensais depuis tout à l'heure. Et on a au Sénégal un sport qu'on appelle la lutte nationale. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. La lutte sénégalaise, bien sûr. Lutte sénégalaise, voilà. Donc, on a été le premier Discope que nous l'avons fait à Dakar il y a presque 15 ans. Et je me souviens, j'étais avec un producteur italien. Nous regardions à l'hôtel, à la télévision, les matchs un match de lutte sénégalaise. C'était incroyable. C'était, je crois, sur 2STV à l'époque, et c'était exactement. Et ça a été incroyable. Et depuis, la lutte sénégalaise est devenue un sport qui, je crois, commence maintenant à se vendre, en tous les cas ailleurs en Afrique, au-delà de l'Afrique, au-delà du Sénégal. Voilà. Exactement. Donc là, en fait, figurez-vous qu'on est resté quasiment 1 an avec le contexte du Covid sans vrai combat de lutte au Sénégal. Donc, imaginez un peu la ferveur populaire et tout ce que ça draine comme audience et comme public. Donc là, tout le monde est dans les starting blocks pour le pay-per-view côté lutte sénégalaise, donc qui se prépare. Et on a aussi les lives qu'on faisait sur de la musique culturelle, le temps que tout se décante, parce que aussi les salles de cinéma étaient fermées, les salles de live musique étaient fermées, tous les endroits culturels en gros étaient fermés. Donc notre plateforme a pu permettre à ces gens de pouvoir produire du contenu et de le revendre sur nos plateformes. Donc on avait aussi du contenu que Orange avait produit vers les années 2016, 2017, 2018 et qui avait acquis aussi et qui d'un coup de génie, d'un coup de maître s'est retrouvé dans les usages, dans les premiers contenus consommés lors du Covid. Donc la passion des mélomanes s'est traduit en consommation de live sur nos plateformes. Donc le Covid a eu un assez positif aspect sur ce côté-là en fait. Un bon répondant. Alors, merci Abdoul. J'ai une question pour vous trois. On sait depuis quelque temps que Netflix fait des tentatives d'offres sur le mobile au Nigeria, en Inde, et des offres donc à bas prix. C'est un début pour Netflix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne sais pas, qui souhaite répondre parce que je dois l'unmuter. Voilà. Peut-être Thomas. C'est bon ? C'est bon, pardon. Oui. Alors évidemment, on suit de très près ce que fait Netflix, qui est à la fois partenaire parce qu'on a un accord avec Netflix
mais qui aussi vient un peu concurrencer nos services. Donc, c'est une relation d'amour et pas de haine, parce qu'on ne déteste personne, mais en tout cas, voilà, c'est un concurrent. Donc, on a bien vu là l'annonce concernant le Nigeria. Oui, c'est sûr, Netflix investit sur des productions, Queen Solo, Black Earth Rising, Black and Waters, etc. On sait que là, il y a des budgets importants, mais Orange ne souhaite pas être en reste. Hein. On a vraiment une ambition aussi forte d'investir sur les projets. Donc, voilà, c'est un marché concurrentiel. Hein. On a bien conscience que la concurrence commence à être de plus en plus forte. Et les talents, il y a des gens qui sillonnent voilà, vraiment les salons, vont voir la rencontre des producteurs, des artistes pour trouver les bons talents. Et voilà, que le meilleur gagne. Hein. Donc, nous, on souhaite être dans la partie. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Bon, écoutez, c'est vrai, c'est une des concurrences. Alors, on voit effectivement aujourd'hui entre Showmax, Netflix et puis d'autres qui vont certainement venir en Afrique prochainement. Je pense qu'effectivement, c'est une concurrence qui va être saine et qui va profiter aux producteurs et aux créateurs africains. Et donc, c'est une expérience effectivement à suivre. Ce que je peux juste ajouter concernant Netflix, parce que c'est un point qui est important, c'est que Netflix a quand même une culture voilà, on appelle ça over the top, voilà, de distribution tout seul. Ils vivent sur le net en fait, hein, indépendamment des opérateurs. Et pour garder cette forme d'indépendance, c'est que voilà, c'est un partenaire difficile. On a envie de les distribuer, mais eux ne sont pas toujours d'accord. Ouais. Là, chacun a sa stratégie. Alors, lorsqu'un producteur, c'est encore une fois une question qui s'adresse à vous trois, si je suis producteur indépendant aujourd'hui en Afrique francophone, j'ai un ou deux films, un ou deux documentaires dans mon catalogue, un petit catalogue. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce petit producteur qui n'a pas forcément l'habitude de distribuer ses contenus, qui n'a pas forcément un catalogue très très étoffé et qui surtout doit aussi peut-être reformater, remettre son contenu dans certaines conditions. Que doit faire le petit producteur pour pouvoir profiter de vos services et aujourd'hui? Alors, je donne la parole à Gustave. Voilà. Donc, voilà. OK, parfait. Voilà, donc, chez nous, en fait, en Côte d'Ivoire, ici, on a l'habitude de ces producteurs indépendants. Voilà, ils viennent nous voir très souvent. Et nous leur proposons en fait des modèles économiques qui sont différents selon la maturité de ce qu'ils ont comme production et selon même la maturité de leur dossier ou même de leur notoriété eux-mêmes. Voilà, donc nous avons par exemple ce qu'on appelle le préachat. Donc à ce niveau-là, le producteur ou celui qui vient te proposer, l'ayant droit qui vient te proposer le contenu, il n'a pas suffisamment de fonds, parce que l'un des problèmes en Afrique, c'est ça, c'est le financement. Donc, il n'a pas de financement, il n'a pas tous les fonds pour pouvoir produire son contenu, fabriquer son film. Donc, ce qu'on fait, on lui dit, OK, on te fait une avance, c'est-à-dire on te préachète le film. Et après, lorsque ça sera fabriqué et produit, nous, ce qu'on va faire, on aura en exclusivité la première fenêtre pendant un certain nombre de temps. Il y a ce modèle-là. Maintenant, pour ceux qui ont déjà fabriqué leurs films, qui les ont déjà mis sur le marché, quand ils arrivent, on leur propose, par exemple, d'acheter, si vous voulez, des droits de diffusion sur la plateforme de la télé d'Orange, en leur disant qu'ils auront plus d'audience parce qu'ils iront dans les familles, ils iront un peu partout parce que le taux de pénétration du smartphone en Côte d'Ivoire est un avantage pour eux. Donc, il y a ce modèle-là qu'on appelle le préachat. Il y a la coproduction également. Donc,
quelque part, on devient copropriétaire de ce qu'on va produire comme contenu et on le diffuse ensemble. À la limite même, on le distribue ensemble et on partage les revenus. Et le dernier modèle qu'on leur propose, il y en a aussi qui sont friands de ces modèles-là, c'est ce qu'on appelle le revenu share. Voilà, donc il vient voir Orange, il te dit, ah ben tiens, Orange, vous avez les plateformes, vous avez des assets, vous avez de la data, vous avez un réseau, vous avez près de 16-17 millions de clients. Et parmi ces 17 millions de clients, il y a au moins peut-être 7 millions qui ont un smartphone. Donc, potentiellement, c'est des clients. Donc, on se dit, OK, ce qu'on va faire, on va marketer ton contenu, on va le vendre pour toi et on fera un partage de revenus sur les recettes. Donc, c'est ces 4 modèles-là qu'on a chez nous et qu'on propose. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, très souvent, en fonction, voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, les problèmes que les producteurs ont en Côte d'Ivoire, c'est le manque de financement. Et le second, c'est les plateformes de diffusion de ce qu'ils ont. Donc, Orange Côte d'Ivoire essaie d'adresser, en fait, ces deux problématiques-là en leur proposant ce type de modèle-là. Et j'imagine avec une rapidité en termes de cash flow, c'est-à-dire qu'effectivement, le producteur… Oui, clairement. Ça, c'est très important aussi. Oui, oui. C'est la rapidité d'encaissement Voilà, c'est ça. Et voilà. Parce qu'ils ont besoin de cash. En fait, quand ils n'ont pas ce cash-là, ils ne peuvent pas produire. C'est un de leurs problèmes. Donc, dès qu'ils arrivent, en fait, on fait en sorte de leur donner 60-70% des sous pour qu'ils puissent commencer à travailler. Et dès que les contenus sont en ligne, ils peuvent récupérer de l'argent tous les mois. Comment ça se passe pratiquement? Voilà, c'est chaque mois. C'est un partage de revenus. On fait le point à la fin du mois et puis on fait le partage. Et de façon générale, ces revenus partagés d'une manière ou d'une autre, cette masse d'argent qui va vers les producteurs indépendants, j'imagine qu'elle grossit de manière importante tous les mois. Non, oui, c'est ça. Il y a une croissance quand même. Il y a une croissance, je pense, il y a une croissance autour de 10% quand même. Dans la politique indépendante de l'argent. Bien. On espère. D'accord. Voilà. On espère qu'il l'éjecte après dans les… Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je regarde les questions quelques questions qui nous ont été posées donc par nos participants. Donc, la plupart de ces questions qui nous ont été posées, vous y avez effectivement répondu. Comment est-ce que c'est une autre question qui nous a été posée. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la répartition du terrain en gros entre les 3 gros opérateurs qui existent en Afrique et les autres qui sont également aujourd'hui dans la course au contenu. Vous êtes présent donc dans 19 pays en Afrique. MTN, nous savons, a aussi une stratégie assez agressive au niveau des contenus. Est-ce que vous avez votre positionnement est un positionnement qui va ensuite rayonner en Afrique anglophone, francophone, lusophone, ou est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui l'Afrique francophone est un marché à part qui est donc aujourd'hui que vous maîtrisez complètement et vous voulez voilà. Donc c'est un petit peu savoir quelle est la différence de positionnement entre vous et les autres opérateurs aujourd'hui qui sont en Afrique. Qui souhaite peut-être répondre à cette question? Abdoul? Thomas? Thomas, peut-être. Ok. On n'a pas de doctrine là-dessus, mais c'est vrai qu'on est quand même, MTN est quand même un acteur qui est plus présent, c'est opérateur sud-africain, il est présent sur certains de nos territoires, mais on n'est pas toujours concurrent, donc on arrive à ne pas être toujours frontalement en concurrence avec eux, même si c'est de plus en plus. Vis-à-vis d'MTN, en tout cas, on est quand même sur des marchés qui sont un peu différents. Et puis Vodafone, c'est plus sur la partie on est aussi plus sur l'anglophone. Donc je dirais que la concurrence des grands groupes pour l'instant, elle est pas au niveau du continent.
il y a une concurrence qui est déjà suffisamment forte au niveau local. On a des acteurs qui sont des nouveaux, des challengers qui arrivent et qui viennent voilà, avec des guerres des prix. Et le problème de la guerre des prix, c'est que la guerre des prix et les contenus, ça fait pas bon ménage. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre pour qu'on ne tue pas toute la valeur et qu'on puisse garder une capacité de financer les contenus. Parce qu'un réseau sans contenu, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et puis le contenu a de la valeur, ça c'est certain, et c'est un peu la première chose qu'il faut. Merci. J'ai une autre question. On a parlé de monétisation des contenus, monétisation des audiences. C'est un sujet qu'on avait également abordé un tout petit peu mardi, mais aujourd'hui, quels sont les outils aujourd'hui que vous avez à disposition, donc, et j'imagine dans le cadre de partage de revenus, pour pouvoir monétiser, valoriser vos audiences et permettre aux annonceurs de mieux comprendre comment est-ce que leur argent est investi et avoir avec une garantie de retour sur investissement. Donc la monétisation des audiences, comment ça se passe? Je ne sais pas si Gustave veut répondre. On est plutôt sur des modèles payants, on est plutôt sur la télé payante. Donc, nos opérations sont plutôt en télé payante. Sonatel, la Côte d'Ivoire, ce sont des offres payantes. Donc, on est un petit peu moins que ce soit sur le fixe ou sur le mobile. Donc, on n'est pas trop sur des logiques d'audience aujourd'hui. Il y a quand même des contenus qui sont mis en ligne sur YouTube, comme le disait Abdul tout à l'heure et Gustave. Mais c'est une fois qu'on a passé la première fenêtre payante. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet en fait pour nous, c'est comment on arrive à sortir de cette culture du tout gratuit, il y a quand même un peu de piratage, il faut appeler un chat, et comment est-ce qu'on arrive à monétiser. Donc nous, on est plutôt à se dire, plutôt que de constituer une régie publicitaire pour essayer d'organiser un marché, voilà, c'est pas nécessairement notre rôle. On essaie plutôt de monétiser directement. Et donc là, la stratégie, c'est plutôt de se dire, essayons de faire des choses pas trop chères, voilà, qui correspondent au pouvoir d'achat. Mais je laisse répondre peut-être Abdul, parce que j'ai peut-être dit une grosse bêtise sur la stratégie d'audience. Pas forcément. Je pense que ça a été une réponse très adéquate. Après, effectivement, oui. Effectivement, oui. On a un premier volet de monétisation du contenu qui est assez vaste et assez grand et qui nous reste vraiment à partir, à écumer. Donc, il y a de quoi faire pour le moment. Après, bon, sur la AVOD, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en fin de chaîne de chronologie qu'on pense à le mettre pour que le producteur ait un dernier souffle pour ressentir un peu ses fonds. Mais peut-être bien qu'il y a une réflexion à mener là-dedans. Enfin, c'est peut-être des modèles qu'il faut aller voir, aller puiser. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Mais pour le moment, comme Thomas dit, on est vraiment sur la monétisation du contenu. D'accord. Voilà. Parfait. Écoutez, on arrive au terme de cette session. Je regarde un petit peu les questions que nous avions et effectivement, je crois que vous y avez, enfin j'en suis même sûr, vous y avez répondu. Nous allons recevoir, suite à ce webinaire qui sera ensuite disponible en replay, des questions que nous vous adressons. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter en cette fin de session? Sinon, écoutez, encore une fois, ces deux séminaires étaient très intéressants. Voir ce que fait Orange pour aider et investir dans la création et comment Orange ensuite monétise ses contenus. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra bientôt à Abidjan à l'occasion de Discope Abidjan l'année prochaine. Et puis voilà, donc merci. À bientôt. Un mot de fin peut-être, Gustave, Thomas. Moi, je voulais vous remercier déjà parce que je trouve que dans ce contexte un peu particulier, on a tous un peu la nostalgie des
des sessions de Discop à Dakar, à Abidjan, voilà, autour de la convivialité. On va un peu patienter. J'espère qu'on va bientôt se retrouver, voilà, tous ensemble en chair et en os. Voilà, je pense que tout a été à peu près évoqué. On me souffle de faire un petit peu de com sur Orange Studio, qui est donc l'entité qui accompagne les productions africaines, donc qui peut faire un certain nombre d'apports en coproduction pour les producteurs. Je citerai peut-être un exemple parce que je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite. C'est au Sénégal. À l'occasion du Dakar Digital Show, il y a eu une initiative qui s'appelle le pitch audiovisuel, qui a été lancé donc par nos collègues de la Sonatel et qui a consisté à faire une sorte d'appel à projet. Et en fait, les producteurs sont venus défendre finalement leur projet. Et voilà, ça a été voilà, c'est une sorte de compétition où chacun vient présenter son projet. Et au final, a émergé notamment Dakar Rapide il y a 2 ans. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite. Ouais. Effectivement, on en a parlé. C'est la 4e édition cette année, je crois, du Dakar Digital Days. On en a effectivement parlé la dernière fois. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Et donc, merci Thomas, merci Abdoul, merci Gustave. À très bientôt. Et puis, donc, on se tient au courant. Je vous ferai parvenir donc, les questions qu'on va recevoir. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous nos partenaires.